La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, selon l'Arcom, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques chaque mois. Que fait l'école pour leur éducation à la sexualité? Pas grand-chose, on l'a souvent répété ici. Alors, si nous les parents, on s'y mettait, c'est le message du documentaire de Samuel Ruffier. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes de géographie essentiellement aujourd'hui, mais pas seulement. On révise au Musée de l'Homme qui vient d'ouvrir une passionnante exposition consacrée aux migrations. Et puis retour à l'éducation à la sexualité en fin d'émission dans les années collège, notre rendez-vous avec Amélie Paris. Elle vient de monter dans son collège des ateliers Lire l'amour, dire l'amour. Elle vous racontera tout cela. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Samuel Ruffier, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé Du porno dans la tête, un documentaire diffusé demain sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et disponible sur la plateforme France.tv. 52 minutes pour explorer la place du porno dans la vie des enfants et des ados en particulier et de notre société en général. Super documentaire et on vous le prouve avec au moins la bande-annonce. Ici, Auvergne-Rhône-Alpes présente La France en vrai. Qui a déjà regardé un film porno? En fait, la première fois, ça m'a un peu écœurée. J'étais à moitié choqué, après j'ai fait « Ah, c'est ça le porno ». Une enquête sur l'évolution de la sexualité et l'exposition aux images pornographiques. Je faisais 3 fois par jour. J'étais vraiment addict. Du porno dans la tête, jeudi à 22h55 sur France 3. Samuel, vous êtes plutôt spécialiste habituellement de docu animaliers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous rêviez absolument d'interviewer Brigitte Lahaie, qui était une des premières stars du X français. Non. Je le dis parce que vous l'avez fait. Je l'ai fait, ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette idole. Non, plus sérieusement, en fait, c'est vraiment le croisement entre mon métier et mes questionnements de père. Parce que je suis tombé à un moment donné sur les statistiques de l'Arcom qui donnent un âge de première exposition au porno aux alentours de 11 ans, ce qui est jeune. Et ça tombait à peu près au moment où mes enfants arrivaient à cet âge-là. Donc j'ai été préoccupé par cette donnée, j'ai commencé à faire des recherches. Et en fait, en essayant de regarder ce qui s'était fait, j'ai pas trouvé de documentaire qui me satisfaisait sur la réponse à apporter. Donc vous vous êtes dit, je vais le faire. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Et vous l'avez fait à la première personne. Il y a plein d'aspects intéressants dans le documentaire, mais c'en est un parce que ça nous concerne tous. C'était une façon de nous mettre tous nous embarquer là-dedans, en disant vous pouvez pas vous cacher derrière votre pied-doigt. C'est ça. Alors ça a plein d'avantages parce que déjà en termes de storytelling, c'est hyper intéressant. Ça permet de fixer le spectateur sur ma personne et ma quête devient la sienne. Donc pour un film qui a beaucoup de paroles, qui amène beaucoup de données, d'avoir un point d'accroche pour le spectateur, c'est assez intéressant. Et puis aussi, il y avait une question d'honnêteté. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire un film qui soit pas ni condescendant, ni moralisateur. Et en fait, quand on est réalisateur, on a toujours une place très forte. On est un peu parole un peu surplombante. Voilà, c'est ça. La voix off, elle est omnisciente. J'avais envie de sortir de ça. Et donc, en me mettant en scène, j'arrive aussi à avouer mes faiblesses. C'est ça, faiblesses. Ou pas forcément des faiblesses. En tout cas, vous nous prenez par la main et vous nous prenez par notre génération. Je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi, mais de mon temps encore plus que du vôtre. Eh ben, l'Everest du porno, comme vous l'appelez, c'était la même chose. Vous l'avez apporté, c'est génial. Je vais le montrer. De la Redoute. Ah, il a servi celui-là. Je ne veux pas être... Ah bon, pardon. Et donc voilà, c'était le catalogue de la Redoute. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le catalogue de la Redoute? On regardait les premières... dans le premier tiers, il y a les pages lingerie. Voilà. Légendaires. Légendaire page lingerie, qui était un petit peu le summum de ce qui pouvait se faire. Là, je ne suis pas sur la lingerie, mais je vais chercher. En tout cas, ce que vous montrez aussi, c'est que l'idée de la pornographie ou de l'érotisme était d'ores et déjà partout à l'époque. Il n'y avait pas Internet, c'est ça la différence. Ouais. C'était compliqué, mais c'était partout. C'était dans la pub, c'était à la télé. Complètement. En fait, la sexualité... Allez, je vous laisse répondre, je cherche. Ouais, on a grandi dans un... Enfin, moi, j'ai grandi déjà dans une culture hyper sexualisée. La différence que je vois avec la génération maintenant, c'est que les images pornographiques étaient moins facilement accessibles. C'est ça. Il y avait un rituel, il fallait attendre que les parents soient partis, il fallait avoir un magnétoscope, il fallait avoir Canal+. Il fallait connaître les planques. Voilà. Et il fallait payer.
Et fallait payer ou avoir des grands frères. Le grand frère qui se dévoue au magasin de journaux. C'est ça. Or, ce qui a changé radicalement aujourd'hui, évidemment, c'est Internet. C'est ça. Du coup, ça fait un accès qui est facile, qui est quotidien, puisque les enfants, rapidement, ils ont tous un téléphone portable. Donc, nous, il y avait ça. Alors, on peut montrer, ils ne veulent pas montrer. Qui sont bégueules. Voilà, hop, je le referme. C'est une horreur, c'est terrifiant. C'est pourtant des petites culottes pas spécialement affriolantes sur ces images-là. Faut avouer, c'est pas très chaud. On se contentait un peu dans la matière. Deuxième originalité, il y a votre parole, il y a aussi la parole des ados. Et notamment, vous avez suivi longuement les ateliers de Mélanie. On ne les écoute pas souvent, les ados, dites-vous. Ouais, je crois qu'on les écoute pas souvent. C'est quoi alors ces ateliers, juste pour replanter le décor d'ailleurs? Alors c'est à l'espace jeune de Dieulefit, c'est un petit village dans la Drôme. Dans la Drôme, Dieulefit. Ouais, c'est l'espace jeune est juste à côté du collège et les enfants, au lieu de rester en perme quand ils ont plus cours, ils peuvent aller à l'espace jeune. Donc ils ont une proximité avec ces animateurs qui est vraiment forte. Il y a un vrai lien de confiance. Et Mélanie est formée à la vie sexuelle et affective. Et du coup, elle anime de temps en temps des débats sur ces thèmes-là. Pour le documentaire, elle a tenu à faire ces débats spécialement sur le porno, et ça m'a permis, moi, de filmer en fait cette parole et de me cacher derrière Mélanie. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est super. Tout d'un coup, c'est elle qui mène l'interview. Qui mène l'interview. Et comme elle a leur confiance, il y a une parole qui est complètement libérée, que j'aurais mis énormément de temps à réussir à avoir. Et alors, parole qui est à la fois... par certains aspects, pour l'adulte que je suis, par exemple, assez inquiétante, on se dit, bah oui, effectivement, 11 ans, il le confirme, à peu de choses près, c'est entre 11 et 13 selon les cas, voilà. Plutôt les garçons que les filles, mais les filles aussi, donc on se dit mince. Et en même temps, il y a une maturité, une distance, dont vous dites qu'elle vous rassure, et que vous êtes sorti vous-même de l'enquête d'une certaine manière, un petit peu moins affolé que quand vous étiez entré, grâce à la parole des jeunes. Complètement. Après, j'ai conscience qu'il y a un biais énorme. Je suis allé dans un village de la Drôme, qui est plutôt un village riche, avec une population particulière. Donc les enfants que je vais voir sont éveillés à ces sujets, sans doute accompagnés par leur famille. Bon, il y a tout un contexte qui fait que probablement on ne trouve pas une parole aussi mûre partout. Mais en tout cas, elle existe. Elle existe, et chez eux, c'était une révélation. Ouais. Il faut leur faire confiance, c'est un petit peu ça aussi un des messages. Alors, vrai ou faux, parce que ça, on ne sait pas non plus, mais toutes et tous disent que ça leur est tombé dessus par hasard. Quand je dis tombé dessus, c'est-à-dire le premier contact avec une image pornographique. Ouais, en tout cas, c'est la majorité des cas. Ouais. Donc, soit on leur a montré, soit ils ont cliqué sur un lien. C'est ça. Voilà. Après, il y en a un ou deux qui disent avoir cherché, mais en fait, ils ont cherché après qu'on leur en ait parlé. L'idée, elle leur vient pas vraiment d'eux-mêmes, quoi. C'est un truc... Par contre, quand on leur pose la question de l'âge, alors ils savent tous que c'est interdit avant de 18 ans, ils ne savent pas forcément expliquer pourquoi c'est dangereux, mais ils savent que c'est interdit. En revanche, quand on leur demande à quel âge il faudrait fixer l'interdiction, en fait, ils donnent à peu près l'âge qu'ils avaient quand ils en ont vu en premier. C'est assez drôle comme scène. Elle est un peu folle, cette scène. C'est le moment où ils parlent de ça, où ils débattent si la 6e c'est suffisant, ou la fin de 6e. Voilà. Ça paraît un peu fou, et je pense qu'effectivement, ils se rassurent eux-mêmes d'avoir vu ces images jeunes, mais que c'est pas si grave, quoi. C'est ça. Il doit y avoir un phénomène comme ça, je pense. Et ils veulent se dire que c'est pas ça les a pas abîmés. Alors même que certains ont été choqués, ils le disent ça aussi. Il y en a qui ont été choqués, on a un gamin qui parle quand même de dépendance. Donc c'est pas anodin. En même temps, au vu des gamins, en tout cas des paroles que j'ai eues, c'est pas non plus gravissime. Donc moi j'ai toujours un peu oscillé entre ces deux pôles, quoi. On va continuer à osciller entre ces deux pôles en parlant de ce chouette documentaire qui est du porno dans la tête, qui passe jeudi 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous n'êtes pas dans la région, ne vous inquiétez pas, il est sur la plateforme France.tv. On vous invite vivement à le regarder. On retrouve Samuel juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Direction aujourd'hui le Musée de l'Homme à Paris avec l'ouverture ce mercredi d'une exposition apparemment absolument formidable qui s'appelle Migration, une odyssée humaine. Oui, avec le Musée de l'Homme, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu, il explore les racines et l'avenir de notre humanité. Le musée qui mise sur la question des migrations, donc
humaine. Un thème qui fait débat, tant en politique qu'en société encore aujourd'hui. Il fait circuler beaucoup de fantasmes. Il y a aussi pas mal de chiffres. On entend parler des chiffres qui sont contradictoires, qui sont aussi à interpréter. Et la société se retrouve fracturée justement sur ce thème. Donc le musée mise justement sur ces œuvres et donc ce thème de la migration pour essayer de nous aider à mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Une exposition avec plusieurs approches, anthropologiques, démographiques, archéologiques, génétiques, sociologiques, géographiques et historiques bien évidemment. Le but c'est de décrypter en fait à base de données fiables et d'examiner les faits afin de savoir justement ce qu'on en a fait. Pour ce faire, le visiteur va s'appuyer sur différents supports. Il y aura des films, il y aura des témoignages, il y aura des documents, des œuvres et bien sûr tout ce qui est tableaux et œuvres d'art. Pour une exposition qui se visite en 3 étapes. Effectivement. Première étape, une exposition qui est consacrée à la perception, aux représentations, aux idées reçues qui entourent le mouvement de la migration. Par exemple, on va s'intéresser au profil des personnes qui vont tous devoir migrer en fonction bien évidemment des époques, en fonction justement des genres, des migrations qui sont associées aussi à l'idée de la menace, de l'invasion. Il y a des migrations à cause des guerres, ce qui peut se passer dans certains pays, et c'est pour le coup assez actuel encore aujourd'hui. Des migrations qui sont parfois perçues comme étant incontrôlables et imprévisibles, alors que c'est une réalité. 96% des humains vivent dans leur pays de naissance. C'est un chiffre qui toutefois est stable depuis plusieurs décennies. Ça, c'est la première partie de l'expo. La deuxième? Ouais, la deuxième, c'est un état des lieux de la migration actuelle. Les causes des départs, les trajectoires, les profils, là aussi, le migrant archétype masculin, jeune, pauvre, non diplômé, et loin de représenter une majorité justement dans ces faits. Pour vous donner un chiffre, 48% des migrants sont des migrantes et les causes des départs sont multiples. Économiques, politiques, climatique, là aussi à ne pas oublier, familiale, éducative ou encore récréative. Oui, là aussi, on parle beaucoup de migration liée à des problèmes, des conflits, mais il y a aussi le côté des migrations de choix. Ceux qui décident d'aller faire leurs études, peut-être aussi au Canada, à Londres, en Angleterre ou encore aux États-Unis. C'est surtout révélateur des inégalités aussi sociales, économiques et environnementales qui règnent dans le monde. On sait que les pays qui sont le plus développés, c'est là où on voit une migration peut-être plus récréative, là où c'est dans des pays du coup, a fortiori moins développé, on sait que c'est à cause peut-être de la famine, à cause d'autres problèmes. Donc on voit vraiment qu'il y a cette différence et c'est ce qui est mis en avant justement dans cette exposition. Et puis une dernière partie qui joue un peu retour vers le futur. Oui, c'est un petit peu l'idée en fait. On revient il y a 300 000 ans. L'Homo sapiens n'a cessé de se déplacer, de se disperser sur l'ensemble de la Terre. Il suit donc la dynamique de son vivant, qui était de se déplacer et donc d'assurer sa pérennité dans le temps. Sans mouvement, il n'y a tout simplement pas de vie. Parce qu'on critique justement cette migration, mais souvenez-vous, à l'époque, nous, avant qu'on soit tels que nous sommes aujourd'hui, eh bien on a bougé, on a chassé. Partie d'Afrique, l'espèce humaine s'est notamment construite à travers différentes rencontres, des échanges, des métissages qu'elle a provoqués dans toutes les directions, à toutes les époques là aussi. Les humains ont donc avancé dans le temps. Nous sommes tous les fruits de mouvements, notamment de sociétés, nos langues, nos gènes, et même nos traditions culinaires en témoignent. Oui, voilà, c'est un melting pot tout simplement aujourd'hui. On a un petit peu de temps pour découvrir cette expo. Jusqu'au 8 juin de l'année prochaine, c'est tous les jours entre 11h et 19h, excepté le mardi. Vous sachez que c'est 15 € pour le tarif d'entrée, 12 € en tarif réduit, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Vous pouvez en parallèle de cette exposition visiter aussi le musée de l'homme qui retrace, et on en avait parlé ici même, de l'époque jusqu'au futur. Bref, c'est vraiment un très très beau lieu à visiter. Guillaume, merci beaucoup et rendez-vous toutes et tous au musée de l'homme. Du porno dans la tête, c'est jeudi soir sur France Auvergne-Rhône-Alpes et sur France TV. On fait le teasing aujourd'hui sur School avec le réalisateur Samuel Offier. Samuel, dans ce documentaire, il y a votre parole, votre présence, il y a la parole des enfants, on va le voir à un moment donné, y compris des vôtres. Il y a aussi des chercheurs, vous avez voulu comprendre, analyser les phénomènes, et notamment en sociologie et en philosophie. En sociologie, avec déjà une première explication intéressante, c'est que la définition même du porno, elle n'est pas si simple que ça. Non, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que elle est basée sur l'intention de l'auteur, souvent. Enfin, en tout cas, c'est ce qui permet de faire la différence au niveau de la loi.
Et qu'en fait, c'est une donnée qui est un peu bancale, parce que même avec les meilleures intentions du monde, on peut faire une œuvre qui est complètement explicite et qui mériterait d'être classée en pornographie. Et c'est aussi quelque chose qui bouge avec le temps. Ça renvoie à tous les débats qu'il y a eu, et qui sont bien connus aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, ça a concerné un réseau social assez célèbre, sur ce tableau L'origine du monde de Courbet, qui est cité d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est porno ou pas, quoi? Exactement. D'ailleurs, je me suis amusé à aller le voir et à me filmer en train de le regarder, et en le mettant en parallèle avec des images cryptées en mode Canal+. C'est pas super... Ça peut passer pour... Ouais. On peut se poser la question. En tout cas, la limite est extrêmement précaire. Vous interrogez aussi Raphaël Liogier, vous dites que c'est un philosophe que vous aimez bien. Et alors lui, il dit, pas par quatre chemins, la structure du porno, c'est celle de la domination masculine. Culture du viol et domination masculine. Complètement. Il rattache même ça au capitalisme, en fait, sur le fait de posséder et de posséder le plus possible. Pour lui, c'est le même champ lexical dans le porno que dans le capitalisme, et qu'on est sur les mêmes mécanismes de domination des hommes sur les femmes. Je prends, je possède, complètement. Les jeunes, cette dimension, et notamment cette dimension masculiniste, ils la voient très bien, ils l'analysent extrêmement bien. Oui, je pense que là-dessus, ils sont beaucoup plus éveillés que nous. Ils sont moins pétris de cette société, ils ont moins eu le temps d'être conditionnés par cette société, et du coup, ils ont sans doute un regard qui est plus neuf et plus moderne que nous sur ces questions de rapport homme-femme. Ouais. Ce qui était d'ailleurs très rassurant. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus plu dans les discussions que j'avais avec eux. Et ce qui rassure aussi quand on vous regarde, néanmoins, ce qui est moins rassurant, c'est quand on s'interroge sur comment diminuer l'emprise du porno sur les vies en général, celle des jeunes en particulier. Et vous dites là, c'est pas évident du tout, ces images-là, comment on les déconstruit? Alors Liogier, Raphaël, le philosophe, suggère il dit si on ne produit pas d'autres fantasmes, on va rester sur les fantasmes d'avant. Donc en fait, il faut répondre aux fantasmes par le fantasme, d'une certaine manière. Ouais, elle est intéressante sa réflexion à ce moment-là. Et c'est ce qui me pousse, moi, à aller à Barcelone pour voir le tournage d'un film porno alternatif. C'est en fait comment on peut déconstruire ces fantasmes et qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre à la place. Erika Lust, artiste suédoise, alors je dis artiste, elle se définit comme artiste en tout cas, elle fait du porno, elle a créé une plateforme payante, avec ce paradoxe, donc du porno éthique. D'ailleurs, c'est quoi du porno éthique? Elle l'explique un petit peu, mais... Elle, ce qui l'intéresse, c'est de réfléchir vraiment à tout ce qui est notre formatage en termes de sexualité, et à proposer autre chose, ou en tout cas à proposer la même chose, mais de manière consciente. C'est de ne pas tomber dans un formatage systématique. Je ne sais pas si c'est très... Pas toujours les mêmes figures, pas toujours les mêmes images. Et puis avec les acteurs et les actrices, c'est également des conditions de travail, tout simplement. Vous parliez du capitalisme. Il y a aussi une forme d'oppression du travailleur dans cette idée qu'ils ont et là, en l'espèce, un respect des travailleuses du sexe, pour le dire simplement. Alors il y a déjà tout un travail qui est, à mon sens, vraiment intéressant de questionner le consentement, de ce que les acteurs sont prêts à faire ou à ne pas faire, dans quelles conditions, et puis il y a aussi de placer une rémunération juste. Donc pour ça, elle a besoin d'argent, donc c'est pour ça aussi que sa plateforme est payante sur abonnement. Donc elle sort de tout ce système de porno gratuit qui fait que les acteurs sont mal payés, donc ils sont à la recherche de plus en plus de scènes pour pouvoir vivre, et donc après accepter de plus en plus de choses dans des conditions de moins en moins bonnes. Avec parole donnée également à Olympe de Gé, qui s'appelait comme ça maintenant, alors qui emprunte évidemment Olympe de Gouges, mais pour faire du porno. Et pareil, alors sur le consentement, c'est intéressant ce qu'elle raconte d'ailleurs, parce qu'elle se dit féministe, etc. Elle a bougé elle-même. Complètement. En fait, je pense qu'il y a un truc, elle a conscientisé ces notions de consentement au fur et à mesure qu'elle construisait sa carrière et sa réflexion. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle est prête à regarder en arrière et à accepter de se juger ou de juger ce qu'elle avait fait avant, et de dire là j'ai déconné, j'essaie d'évoluer, j'essaie de rattraper le coup. Donc c'est de ça qui est super intéressant quand on discute avec elle. Et vous remontrez une scène avec un comédien qui doit monter tout nu derrière une moto, sur une moto derrière elle. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette scène devant tout le monde, mais juste cette partie-là, on se dit il y a plus gênant dans un film porno, mais non. En fait, elle découvre des années après que le comédien à qui elle a fait faire ça en a été extrêmement gêné. Alors on se dit, non, ce garçon doit être entièrement libéré et même un poil exhibitionniste, non pas du tout. C'est ça qui est étonnant, c'est que le problème qu'elle a rencontré, elle, n'était pas du tout sur une scène de sexe. C'est ça. C'est sur l'introduction de la scène de sexe
qui est assez soft. D'ailleurs, les images que je montre à la télé sont celles qui sont dans le film. C'est celles qui sont tournées. Et alors là, pour le coup, il n'y a rien, il n'y a pas une ombre d'organe génital. On voit, enfin voilà, on comprend qu'il est nu, et c'est tout. Et c'est ça qui l'a gêné en fait, c'est de faire de la moto nue dans l'espace public. Pour les contraintes du tournage, ça a été fait plus tard que ce qui était prévu, donc il y avait plus de monde et c'est ça qui l'a mis mal à l'aise. Ouais. Il y a une super scène à la fin du film, c'est quand même ce moment où vous prenez votre courage à deux mains. Alors je lisais une étude IFOP, on l'a cité récemment dans une chronique de Guillaume Buan, cette enquête IFOP pour le site d'action, Opinionway, mais c'était pour la Maison des Femmes en 2023, autant pour moi, on en a reparlé à l'occasion du site d'action, 90% des parents pensent nécessaire d'évoquer avec leurs enfants des sujets liés à la sexualité, mais 30% ont peur de le faire. Bon, moi, au doigt mouillé, je pense qu'il y en a un peu plus de 30% qui ont peur de le faire. Vous-même, vous aviez peur de le faire. Oui, moi je l'ai fait. Et vous repoussez le moment jusqu'à la fin du tournage, c'est ça? C'est ça, mais même, on était déjà à la 3e semaine de montage quand j'ai fait cette séquence. Carrément. Oui. Mais quand vous commencez ce documentaire, vous vous dites assez vite, Samuel, à un moment tu vas y passer, il va falloir que tu parles aux enfants. Oui, alors après ça c'est un peu de la triche de narration. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le commentaire, la scène était déjà tournée. Ouais. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une séquence que j'avais imaginée au moment de l'écriture. Puis c'est très facile quand on écrit un documentaire de s'imaginer plus courageux que ce qu'on est. Et du coup, c'est ce qui a séduit les producteurs et sans doute séduit France 3 aussi dans mon dossier, c'était cette honnêteté. Et puis je me suis caché pendant tout le tournage derrière non mais ça va le faire, j'ai suffisamment de paroles d'enfant, j'ai pas envie de m'exposer, j'ai pas envie de jouer l'exhibitionniste, c'est trop intime, etc. Exposer vos enfants aussi, voilà. Que c'est des débats à la maison. Complètement. Et à un moment donné, il m'a semblé que c'était que c'était même presque obligatoire pour aller jusqu'au bout de ma démarche en fait, d'honnêteté, de montrer, on remonte les manches et on y va quoi. Et le message que vous leur dites, c'est que ce sont des images qui ne sont pas faites pour eux, que c'est pas comme ça en vrai. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ils savent, alors peut-être à part la petite, mais qu'en fait, ils en savent déjà pas mal. Ouais, alors. En savent ou en pressentent. En pressentent beaucoup. Au moment où je fais cette discussion, mes enfants, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu d'image porno. Vous essayez de titiller l'aînée parce que vous avez l'impression qu'elle vous balade un peu. Ouais, c'est ça, elle met un peu de temps à répondre, donc j'insiste un peu, bon. Et en fait, ils en ont pas vu, mais ils savent ce que c'est. Je pense que ça a fait du bien quand même de poser, de dire que c'est pas la vérité, et puis aussi d'ouvrir un espace de dialogue en fait. De dire, si jamais vous envoyez, si jamais vous avez des questions à propos de ça, venez nous en parler, il n'y a pas de souci. On ne sera pas fâchés, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais vous allez en voir et on ne sera pas fâchés si ça se passe. Ouais. Venez nous en parler. Ne restez pas tout seul avec ces images-là. Avec ces images qui peuvent être extrêmement choquantes, extrêmement violentes, beaucoup plus que ne l'était le catalogue de la Redoute, Everest du porno. Vous avez pris, je le remonte une deuxième fois, vous avez pris la peine de venir avec, dis donc. Il fallait les chercher parce qu'il y a aussi des images de tondeuses, de baskets et de trucs. C'est pas, voilà, c'est pas passionnant partout. Ça, c'était quand même un petit peu moins traumatisant à l'époque. Votre grand regret, dites-vous également à vous, quand vous êtes tombé sur du porno, quand vous avez découvert le porno, c'est d'avoir été seul face à ces images. Et ça, c'est vraiment... Enfin, ça recoupe ce que vous venez de dire à l'instant, mais c'est le cœur du message. Il ne faut pas laisser les enfants tout seuls face à ça. Exactement. Que c'est pas une catastrophe. Ils vivront probablement des choses bien pires que de voir du porno. Mais on peut, en tant que parent, les accompagner là-dedans. C'est facile en plus parce que moi, l'expérience que j'ai faite, en fait, c'est très impressionnant au début de les mettre en face de nous, et poser la parole et en fait, ça se passe bien. Ouais, c'est assez simple. Bon. Si vous en doutez, vous regardez, c'est demain soir sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, du porno dans la tête. Sinon, vous allez sur la plateforme France.tv. Le film s'y trouve, une coproduction Mona Lisa Production France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous verrez, c'est pas effectivement, ça ne semble pas en tout cas si difficile que ça à regarder le documentaire de Samuel Ruffier que je remercie vivement. On va rester dans le même sujet maintenant, en parler, on peut le faire à la maison, on peut aussi le faire à l'école, et c'est ce qu'entreprend de faire Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Maurice Utrio. C'est la rubrique Les années collège, et vous allez voir, on continue à parler d'amour et d'éducation sexuelle. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Amélie Paris, c'est les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Le 5 mars dernier a été publié un projet de programme d'éducation à la sexualité qui dresse une progressivité de la maternelle à la terminale. Ça parle discrimination, prévention des risques, violences sexuelles, consentement, mais aussi santé sexuelle et image de soi, qui sont des enjeux éducatifs extrêmement importants. Comment ça se décline à la fois en général et puis dans votre collège ?
Alors c'est un programme ambitieux et complet qui fait suite à une demande en juin 2023 du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Pap Ndiaye, et qui vise à combler des lacunes soulevées depuis plusieurs années. Alors depuis 2001, le Code de l'éducation prévoit au moins 3 séances d'information et d'éducation à la sexualité par an et par niveau dispensées à la fois dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Mais selon une enquête de l'inspection générale rendue publique en 2022 par Mediapart, cette obligation n'est absolument pas appliquée. Les données montrent que seuls 20% des collégiens auraient bénéficié de ces séances avec de fortes disparités selon les établissements. Ce que dénoncent fortement les associations, les médecins, bref, la terre entière. C'est donc dans ce qu'on ne pas la terre entière d'ailleurs, mais en tout cas les militants. Et c'est dans ce contexte qu'on a justement décidé d'établir un programme officiel avec, vous y insistez, une vraie progression. C'est le Conseil supérieur des programmes qui s'en est chargé. Oui, donc une progression, une évolution. On parle même d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, la prévention des violences sexistes ou sexuelles, ainsi que la sensibilisation des formes de harcèlement ou d'emprise sont notifiées. Le programme mêle le champ biologique et psycho-émotionnel et l'espace juridique et social. C'est une éducation pluridisciplinaire qui ne doit pas être réservée qu'aux enseignants de SVT, mais qui doit donc dépasser le cadre biologique et impliquer tout le monde, les CPE, le pôle médico-social et la professeure documentaliste. Donc le mot d'ordre au collège, pendant que vous reprenez votre sous, c'est la co-animation des séances. On n'y va pas tout seul. Exactement. Et donc le programme en 6e, on insiste sur les changements du corps et les menstruations. En 5e, sur la prévention des discriminations qui passent par le questionnement des normes et des stéréotypes. En 4e, la sexualité est envisagée comme une réalité complexe qui implique le physique et le psychique, le personnel et l'interpersonnel. Et enfin, le bonheur, le plaisir et le désir sont fléchés en classe de 3e. Ça, c'est le général. Maintenant, on va au particulier, puisque vous êtes professeur documentaliste dans un collège, Maurice Utry, au Paris 18e, et vous avez décidé d'y créer un atelier sur la pause de midi autour de toutes ces questions. Il s'intitule, très joli titre, Lire l'amour, dire l'amour. Oui, alors vous avez mis le temps, hein? C'est un atelier que je co-anime avec Madame Carudel, qui est donc la professeure de SVT du collège. Et l'idée est de partir de lecture d'ouvrages, alors classiques ou de littérature jeunesse, pour ouvrir la discussion et donc dispenser une éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, et qui participe à l'émancipation des collégiens. Alors au départ, cet atelier devait s'adresser à tous les élèves de la 6e à la 3e, des élèves volontaires. Et puis en faisant notre sélection d'ouvrages, et comme le souligne d'ailleurs le rapport, il est vraiment nécessaire d'ajuster en fonction de l'âge des élèves. On ne peut pas lire, on ne peut pas dire toutes les choses, les mêmes choses aux élèves de 6e qu'aux élèves de 3e. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine d'élèves volontaires de 3e, uniquement des filles, qui se sentent à l'aise entre filles, plus que face à la mixité d'une classe de 24. Et je trouve que c'est très important ça, d'avoir des moments aussi entre elles, puisque l'éducation à la sexualité, elle prévoit des moments mixtes, mais aussi des moments non mixtes. Vous leur avez proposé quel livre alors? Lire l'amour. Il y en a beaucoup. En littérature jeunesse, je vais citer Trop tôt de Joe Vitek, paru chez Talent Haut. La première fois de Gladys Constant chez Oscar Édition. Puis en classique, Pour une nuit d'amour de Zola, L'écume des jours de Bourgogne, L'amant de Marguerite Duras. Chaud, caliente. Merci beaucoup Joe Vitek, d'ailleurs, qu'on avait reçu sur ce plateau pour un travail assez formidable, un travail de photo sur les chambres adolescentes. Amélie, merci. On rappelle que l'INSERM a quand même publié le 13 novembre dernier, c'est tout récent, le résultat d'une grande enquête sur la sexualité qui dit que l'âge médian du premier rapport sexuel est de 18 ans et 2. Alors je ne sais pas si ce sont des mois ou 18,2 pour les femmes et de 17 ans, quasiment 18 pour les hommes en 2023. Ça bouge quand même assez peu et donc ça va arriver un peu plus tard pour vos collégiens. Les vôtres seront extrêmement préparés quand même. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission également. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère pour la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous trouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par